Pendant 50 ans, j'ai été la bonne du château de la Roche-Bertin, sur les bords de la Loire, entre Amboise et Tours. 50 ans de tablier, de parquet ciré, de plateaux portés à l'étage. Personne ne me regardait. Personne sauf Madame Hélène, ma patronne, qui me parlait parfois la nuit dans la cuisine quand les autres dormaient. Le 7 février, elle est morte. 4 jours plus tard, le notaire de Tours m'a convoqué. Je suis ressorti de son bureau avec un papier que mes enfants n'auraient jamais cru possible. Je m'appelle Solange Picard, j'ai 72 ans. Pourquoi Madame Hélène m'avait-elle écrit dans son testament, juste avant le nom de son fils Frédéric? Qu'avais-je vu, sans le savoir, qui valait plus que 50 ans de service? Si cette histoire vous touche le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre avis dans les commentaires. Et maintenant, commençons. Le château de la Roche-Bertin, ce n'est pas un grand château. Pas de ceux qu'on visite l'été avec un guide. 22 pièces, un parc d'à peine 4 hectares, 2 écuries qu'on a transformées en garage dans les années 80. Mais pour moi qui avais grandi dans une ferme à 5 Mars-la-Pile, sans eau courante avant mes 11 ans, le château de la Roche-Bertin, en 1974, c'était un palais. J'avais 21 ans quand j'y suis entré. Mon père, Joseph Picard, était maçon. Il avait travaillé sur la restauration du portail du château en 73, et Madame Hélène, qui avait alors 34 ans et venait juste d'hériter du domaine de son père, lui avait demandé s'il connaissait une jeune fille sérieuse pour les travaux de maison. Mon père avait dit oui sans me consulter, c'est comme ça que j'ai commencé. Madame Hélène, on l'appelait toute Madame, jamais autrement, pas Madame Hélène. Madame, tout court, comme s'il n'y avait qu'une seule. Elle était grande, mince, avec des cheveux blonds qu'elle portait toujours en chignon bas et des yeux gris très clairs qui me faisaient penser au matin sur la Loire en novembre. Elle s'habillait toujours pareil, un pantalon en flanelle, un chemisier blanc et une longue veste de tweed en hiver. Elle ne riait presque jamais, mais elle ne criait jamais non plus. Elle disait « s'il vous plaît » au facteur, au jardinier, à moi-même, sans regarder, comme une habitude prise dès l'enfance. Son mari, monsieur Vincent Bertin, était négociant en vin. Il voyageait beaucoup. Il était rarement au château. Quand il y était, il rentrait tard et restait dans son bureau jusqu'à l'aube. Il a fait 2 enfants à Madame Hélène. Le premier, Frédéric, est né en septembre 1970. Le deuxième, Constance, en mai 1975. Pour Frédéric, c'est différent. Frédéric, j'étais déjà au château quand il y est arrivé, mais il n'est pas né au château. Et c'est là, dans cette différence, que commence vraiment mon histoire. Mais je vais y venir. Je vais d'abord vous parler de ma vie au château parce qu'elle compte. 50 ans, ce n'est pas rien, j'étais bonne à tout faire. Le matin, je préparais le petit déjeuner de madame, j'ouvrais les volets des chambres, je faisais les lits. L'après-midi, je cirais les parquets, je repassais le linge, je polissais l'argenterie. Le soir, je servais le dîner. Je rentrais chez moi à 9 h, 10 h, parfois plus tard quand il y avait des invités. J'habitais à 3 kilomètres du château, dans une petite maison que mon père m'avait laissée à sa mort en 82. J'y vivais avec mon mari Roger, ouvrier à la coopérative agricole de Vouvray, et nos 2 enfants, Pascal et Evelyne. Roger est mort en 2011 d'un cancer. Pascal vit à Nantes maintenant. Evelyne est restée à Tours, elle est infirmière. Je n'avais pas besoin d'argent. Je travaillais au château parce que je connaissais ce travail, parce que madame me payait correctement et parce que, je vais l'admettre, j'aimais cette maison. J'aimais madame Hélène, pas d'un amour tendre, pas comme on aime une amie, mais d'un amour qu'on a pour les gens dont on connaît tous les gestes, tous les silences, toutes les habitudes. Je savais qu'elle prenait son thé à 7 heures avec 2 gouttes de lait, jamais de sucre. Je savais qu'elle préférait les œufs brouillés très fermes. Je savais que le mercredi soir, après son bain, elle se mettait à la fenêtre du salon vert et regardait la Loire pendant exactement 40 minutes, immobile, avant de monter se coucher. Je savais qu'elle ne voulait jamais qu'on coupe les rosiers blancs du jardin nord, jamais, même quand ils étaient morts. Je savais qu'elle gardait au fond du tiroir de son secrétaire un mouchoir brodé avec un M
qui n'était ni son initiale, ni celle de personne dans la famille. Je savais toutes ces choses parce que pendant 50 ans, j'étais celle qui ouvrait les portes, qui passait sans qu'on me voie, qui rangeait les choses après les avoir vues. C'est ça, être la bonne. On voit tout et on n'existe pas. Mais il y a une chose précise, que je n'ai jamais comprise jusqu'au jour où le notaire m'a appelé. Et cette chose, c'est ce qui s'est passé un certain matin du mois de juillet 1971. J'avais commencé au château depuis quelques mois seulement. Frédéric avait alors 10 mois. Il habitait au château avec Madame Hélène depuis sa naissance. C'était un beau petit garçon, brun, avec déjà des grands yeux noirs qui n'étaient pas du tout les yeux gris de sa mère. Mais ces choses-là, à 21 ans, on ne les remarque pas. Ce matin du 7 juillet 71, Madame Hélène est descendue à la cuisine vers 6 heures avant que je serve le petit déjeuner. Elle était habillée comme pour sortir, ce qui était rare à cette heure. Elle m'a dit « Solange, ce matin j'ai besoin de vous pour une chose qui n'est pas dans votre travail. Pouvez-vous me la faire ?» J'ai dit oui sans hésiter. Elle m'a expliqué. Elle m'a demandé de prendre Frédéric, qui dormait encore dans son berceau au premier étage, et de l'emmener dans le pavillon de jardin, à l'autre bout du parc, près du mur d'enceinte, de rester avec lui là-bas, dans le pavillon, pendant exactement 1 heure et demie, de ne pas en sortir, de ne pas me montrer aux fenêtres, de ne pas répondre si quelqu'un appelait, et de revenir au château seulement quand elle viendrait elle-même me chercher. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle a dit « Solange, vous ne devez rien dire à personne, pas à mon mari quand il rentrera ce soir, pas à Madame Bréard, pas à votre père, personne jamais, vous comprenez ?» J'ai dit oui. Elle a posé sa main sur mon bras très brièvement et puis elle est sortie de la cuisine. J'ai monté l'escalier. J'ai pris Frédéric, encore endormi dans une couverture en laine bleue. Je suis sorti par la porte de service, j'ai traversé le parc en longeant les buissons et je suis allé au pavillon. C'était une petite maison en pierre d'un siècle, 2 pièces, une cheminée qui n'avait pas servi depuis longtemps. On y rangeait des outils de jardin, mais il y avait aussi un vieux canapé, une table et une fenêtre qui donnait sur la Loire au loin. J'ai posé Frédéric sur le canapé. Je me suis assise à côté de lui, il s'est réveillé après une demi-heure, m'a regardé sans surprise car il me connaissait et a tendu la main vers mes cheveux. Je lui ai donné le biberon que j'avais préparé en partant. Il s'est rendormi. J'ai attendu. 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure 45. Au bout de 2 heures, j'ai entendu des pas sur les graviers à l'extérieur. Madame Hélène est apparue à la porte. Elle avait le visage très blanc. Elle m'a dit « Vous pouvez rentrer maintenant ». Elle a pris Frédéric, l'a serré contre elle et m'a précédé jusqu'au château. Pendant tout le chemin du retour, elle n'a pas dit un mot. Elle marchait vite comme quelqu'un qui rentre d'un endroit où elle aurait dû ne jamais aller. Au château, dans le vestibule, il y avait des verres de champagne à moitié bu sur un plateau, comme s'il y avait eu des invités très tôt le matin. Mais il n'y avait plus personne. Elle et Messiable est montée à l'étage avec Frédéric. Elle ne m'a pas reparlé de ce matin-là. Jamais. Pas une fois en 50 ans. Et moi, j'ai obéi. J'ai gardé le silence. Je n'ai rien dit à Roger quand on s'est mariés en 78. Je n'ai rien dit à mes enfants. Je n'ai rien dit à Madame Bréard, qui pourtant m'a souvent demandé si je trouvais que Frédéric ressemblait à Monsieur Vincent. Je répondais toujours la même chose. Il a les yeux de son grand-père. Madame Bréard hochait la tête sans insister. Je n'avais pas compris, à 21 ans, ce que j'avais vu ce matin-là. Je m'étais dit que Madame Hélène avait des affaires à régler. Peut-être avec son père qui venait de mourir, peut-être avec un notaire, peut-être avec un médecin. À 21 ans, on ne pose pas de questions. On obéit et on oublie. J'avais oublié pendant 55 ans. Jusqu'au mardi 11 février 2026, 4 jours après l'enterrement de Madame Hélène, quand Maître Verdier, le notaire de Tours, m'a téléphoné à 9 heures du matin. Il m'a demandé de venir à son bureau le lendemain à 10 heures. Il a ajouté une phrase qui m'a glacé. « Madame Picard, c'est au sujet du testament. Vous y êtes mentionnée.
Et il y a quelque chose que madame Hélène vous a laissé, qu'elle m'a demandé de vous remettre en main propre. J'ai raccroché. Je me suis assise à la table de ma cuisine. J'ai pensé à madame Hélène le matin de sa mort, quand l'infirmière m'avait laissé entrer dans sa chambre. Elle avait été lucide jusqu'au bout. Elle m'avait dit, avant de fermer les yeux, « Solange, pardonnez-moi pour ce que je vous ai fait porter, pardonnez-moi. » J'avais cru qu'elle parlait du travail, des 50 ans de tablier, de parquet, de plateau. Je lui avais répondu, « Madame, vous ne m'avez rien fait porter. J'ai aimé travailler ici. » Elle avait souri faiblement et fermé les yeux. Maintenant, en raccrochant avec le notaire, je comprenais qu'elle ne parlait pas du travail. Le mercredi 12 février, à 10 heures, je suis arrivé devant le cabinet de Maître Verdier, place Plumereau, à Tours. J'avais mis le manteau noir que j'avais porté à l'enterrement. Je n'avais jamais mis les pieds chez un notaire de ma vie. Maître Verdier m'a fait entrer dans son bureau. C'était un homme d'environ 55 ans, en costume gris, cravate bordeaux. Il a ouvert une chemise en carton beige. « Madame Picard, Madame Hélène Bertin vous a couché dans son testament en 2e position, avant ses enfants. Je vais vous lire le passage qui vous concerne. J'ai senti mes mains devenir froides. » Il a lu à voix lente. « À Solange Picard, née Picard le 14 mars 1953, ma fidèle employée pendant 50 ans, je lègue la somme de 150 000 € ainsi qu'une part de 15% du domaine de la Roche-Bertin, en pleine propriété, indivisible des autres parts, pour ce que Solange sait et n'a jamais dit. » Il a relevé les yeux. Il m'a regardé comme s'il attendait que je pleure, ou que je m'évanouisse, ou que je rie. Je n'ai rien fait. J'étais incapable de bouger. 15% du château. 150 000 €. À moi, Solange Picard, fille du maçon de 5 mars la Pile. Maître Verdier a attendu un moment. Il a ajouté, « Il y a une deuxième chose, Madame Picard. Une chose que Madame Hélène m'a remise en main propre il y a 3 ans, en me demandant de vous la donner après sa mort, sans la mentionner dans le testament officiel. » Il s'est levé. Il est allé à un petit coffre dans le mur derrière son bureau. Il l'a ouvert avec une clé. Il en a sorti une enveloppe en kraft, fermée d'un cachet de cire rouge, sur laquelle Madame Hélène avait écrit de sa main « Pour Solange, à ouvrir seule ». Il a posé l'enveloppe sur le bureau devant moi, j'ai pris l'enveloppe. Je n'ai pas su quoi dire. Maître Verdier m'a expliqué les formalités de signature, les délais, les démarches. Je n'écoutais pas vraiment. J'ai signé 4 papiers, je me suis levé, je l'ai remercié, je suis sorti. Sur la place Plumereau, il pleuvait. Je tenais l'enveloppe en kraft sous mon manteau pour qu'elle ne s'abîme pas. Je me suis arrêté devant la vitrine d'une boulangerie, sans la voir. Je suis resté comme ça peut-être 10 minutes, et puis je suis rentré chez moi. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite, je l'ai posée sur la table de la cuisine. Je me suis fait du café. J'ai allumé la lumière parce que la pluie avait assombri la pièce. Je me suis assise. J'ai regardé l'enveloppe pendant longtemps. Et j'ai compris sans avoir à l'ouvrir que ce qu'il y avait à l'intérieur allait me dire ce que j'avais fait ce matin du 7 juillet 1971, en portant un petit garçon de 10 mois dans un pavillon de jardin pendant 2 heures. J'ai pris le cachet de cire entre mes doigts. Je l'ai cassé. Le cachet de cire s'est brisé en 3 morceaux. Je les ai posés sur la table, à côté de l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait 2 objets. Une lettre pliée en 3, écrite à la main sur du papier crème filigrané, et une photographie ancienne, en noir et blanc, format carte postale, légèrement jaunie sur les bords. J'ai pris la photographie en premier. C'était plus facile. La photographie montrait un homme jeune, peut-être 35 ans, debout devant les rosiers blancs du jardin nord du château. Les rosiers que Madame Hélène n'avait jamais voulu qu'on coupe, jamais, même mort. L'homme portait une chemise blanche aux manches retroussées et un pantalon de toile. Il avait des cheveux noirs très épais, un peu désordonnés, et un sourire timide en regardant l'objectif. Il tenait un sécateur de jardinier à la main droite. À ses pieds, un panier plein de roses fraîchement coupées.
Je n'ai pas mis longtemps à reconnaître le visage. C'étaient les grands yeux noirs, les mêmes que Frédéric avait à 10 mois dans le pavillon, ce matin du 7 juillet. Les mêmes que Frédéric avait encore aujourd'hui, à 55 ans, quand il venait voir sa mère au château une fois par mois. J'ai retourné la photographie. Au dos, de l'écriture régulière de Madame Hélène, à l'encre noire, 2 lignes. Antoine Lefebvre, jardinier au château de la Roche-Bertin. Mars 1969 à juillet 1971. Antoine Lefebvre. Ce nom-là, je le connaissais. Je le connaissais très bien. Mais avant de comprendre d'où je le connaissais, j'ai dû prendre la lettre. Parce que la lettre, elle, donnait l'ordre des choses. La lettre faisait 4 pages, écrite recto. L'écriture de Madame Hélène, fine, penchée, sans rature. Je vais vous la lire parce que je l'ai relue tellement de fois que je la connais presque par cœur. Ma chère Solange, si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour vous parler. Maître Verdier vous l'aura remise. Je l'ai déposée chez lui en 2023, après mon premier diagnostic. Je voulais qu'elle soit prête au cas où je n'aurais pas la lucidité de tout vous dire moi-même à la fin. Solange, vous m'avez servi pendant 50 ans. Vous avez vu dans cette maison plus de choses que mon mari Vincent n'en a jamais vues, parce qu'il n'y était jamais. Vous avez tenu mes secrets de jeunesse, mes silences de soirée, et mes pleurs du mercredi soir devant la fenêtre du salon vert. Je n'ai jamais pu vous remercier pour ça, parce que vous remercier aurait été reconnaître que je vous avais utilisé. Et je vous ai utilisé, Solange. Je suis désolé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé le 7 juillet 1971. Vous y avez votre place, vous y avez votre rôle. Et je vous dois cette vérité, même si elle arrive 55 ans en retard. Vous vous souvenez d'Antoine, le jardinier qui était là quand vous êtes arrivé au château et qui est parti quelques mois après. Vous vous souvenez aussi de mon mariage avec Vincent Bertin en juin 68. Ce que vous ne savez pas, c'est que Vincent et moi, on s'est mariés parce que nos 2 familles avaient décidé que c'était bon pour le commerce du vin et la sauvegarde du château. Pas par amour. Vincent ne m'a jamais aimé. Et je ne l'ai jamais aimé non plus. On vivait ensemble correctement, c'est tout. Antoine est arrivé au château en mars 69, embauché par mon père peu de temps avant sa mort. Il avait 33 ans, il venait du Berry, il était jardinier, il dessinait des roseraies, il greffait des variétés rares, il connaissait les noms latins de toutes les fleurs du parc. Je l'ai aimé tout de suite, et lui, je crois, m'a aimé aussi tout de suite. Nous savions tous les deux que ce que nous faisions était impossible. Nous l'avons fait quand même. Pendant 1 an et demi, on s'est vus en cachette, dans le pavillon de jardin, après les heures de travail. Vincent ne savait rien, personne ne savait. En décembre 1969, j'ai compris que j'attendais un enfant. Je ne pouvais pas le dire, j'ai fait croire à Vincent que c'était de lui. Il n'a pas posé de questions. Il rentrait si rarement à la maison qu'il ne se souvenait plus quand nous avions dormi ensemble pour la dernière fois. Frédéric est né le 15 septembre 70. Antoine était dans le parc ce jour-là, en train de tailler les pommiers. Il a appris la naissance par Madame Bréard. Il n'est pas monté me voir. Il ne pouvait pas. Mais le lendemain, il a laissé sur le rebord de la fenêtre de ma chambre une rose blanche qu'il avait greffée lui-même. Une seule, sans mots. Vincent l'a vue le soir en revenant de Paris, m'a demandé qui avait apporté cette rose. J'ai dit que c'était Madame Bréard, pour me souhaiter une bonne convalescence. Vincent ne s'est plus jamais posé de questions sur les roses du parc. Pendant 10 mois, Antoine et moi avons continué à nous voir le moins possible. Le pavillon parfois le soir quand Vincent était à Bordeaux. Mais Antoine sentait que c'était fini, et moi aussi. Un enfant changeait tout. On ne pouvait pas continuer en mettant Frédéric en danger. La vérité aurait tué Vincent, tué la réputation du château, et probablement tué Antoine qui aurait été chassé sans rien à 1000 kilomètres. Au mois de juin 1971, Antoine est venu me trouver dans la roseraie. Il m'a dit qu'il avait un poste de chef jardinier à pourvoir dans un domaine de l'Ardèche près de Privas, qu'il l'acceptait, qu'il partait le 8 juillet, qu'il voulait juste, avant de partir, voir Frédéric une dernière fois. Le voir, le toucher,
le tenir dans ses bras, une fois, pour pouvoir vivre les 40 années suivantes en sachant à quoi ressemblait son fils. Je n'ai pas pu lui refuser cela, mais je ne pouvais pas le faire au château, devant Vincent, devant le personnel. Vincent rentrait justement de Paris dans la nuit du 7 au 8 juillet. Toute la maison serait debout dès l'aube pour le recevoir, pour le petit déjeuner, pour les premières conversations. Il fallait que ce soit avant, tôt, et dans un endroit où personne ne nous verrait. C'est là que j'ai pensé à vous, Solange. Vous étiez nouvelle au château. Vous étiez jeune. Vous obéissiez sans poser de questions. Vous étiez la seule personne en qui je pouvais avoir confiance pour porter Frédéric au pavillon sans rien comprendre, sans rien deviner, sans rien dire. Vous avez fait ce que je vous ai demandé. Vous êtes allé au pavillon avec Frédéric. Vous l'avez gardé là-bas pendant 2 heures. Pendant ces 2 heures, Antoine et moi sommes sortis du château par la porte arrière. Nous avons fait le tour du parc en longeant le mur. Nous sommes entrés dans le pavillon par la porte de derrière, sans passer devant vous. Vous étiez de l'autre côté, dans la grande pièce. Nous sommes restés dans la petite pièce, à côté. Antoine a pris Frédéric dans ses bras pendant 1 heure. Pendant 1 heure, son fils a dormi sur sa poitrine. Antoine n'a pas pleuré pendant cette heure. Il a pleuré après. Quand nous sommes ressortis du pavillon par la même porte arrière, il a marché derrière moi en silence jusqu'à la grille du parc. Il avait son sac à la main. Il m'a embrassé une dernière fois. Il est parti. Il prenait le train le soir même de Tours. C'est seulement après que je suis revenu vous chercher, Solange. Vous m'avez vue blanche comme un linge. Vous n'avez rien dit. Vous m'avez rendu Frédéric. Vous m'avez précédé jusqu'au château. Vous n'avez jamais reparlé de ce matin. Et moi non plus. Mais vous ne le saviez pas ce matin-là, et voilà ce que je dois vous dire aujourd'hui. Vous avez tenu mon fils dans vos bras pendant 2 heures pour que son père puisse le tenir pendant 1 heure. Vous avez été la passeuse silencieuse entre Antoine et Frédéric. Sans vous, il n'y aurait pas eu cette heure-là. Et sans cette heure-là, Antoine serait mort sans avoir connu son fils, et Frédéric serait grandi sans qu'aucune main de son vrai père ne l'ait jamais porté. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous lègue une part du château, pas pour vos 50 ans de service, pour ces 2 heures. J'ai posé la lettre sur la table, mes mains tremblaient, le café avait refroidi dans la tasse. Antoine Lefebvre, le jardinier du Berry, le père de Frédéric, l'homme aux yeux noirs sur la photographie. Je connaissais ce nom. Je le connaissais parce qu'Antoine Lefebvre, ce n'était pas seulement un jardinier passé au château de la Roche-Bertin entre 69 et 71. Antoine Lefebvre, c'était le nom du mari de ma cousine éloignée, Marcel Picard, qui vivait à Privas en Ardèche depuis les années 70. Antoine Lefebvre était mort en 2002. Marcel était venu à l'enterrement de mon père en 2003, et j'avais croisé Antoine sur une photographie qu'elle m'avait montrée. Je n'avais pas fait attention. C'était un homme âgé, dans son jardin. Je me souviens vaguement des cheveux gris coupés courts, du sourire timide. Marcel disait « C'était mon Antoine, le meilleur des hommes ». Marcel et Antoine n'avaient pas eu d'enfant. Marcel me l'avait dit plusieurs fois au téléphone dans les années 90. Nous, on n'a pas pu, c'est comme ça. Elle disait cela d'une voix qui ne se plaignait pas, une voix qui acceptait. Et pendant tout ce temps, à 1000 kilomètres d'elle, son mari avait un fils qu'il ne pouvait pas reconnaître. Un fils qui grandissait dans un château au-dessus de la Loire. Un fils qu'il avait tenu dans ses bras 1 heure dans un pavillon de jardin en juillet 71 et qu'il n'avait plus jamais revu après. Marcel est encore vivante. Elle a 83 ans. Elle vit toujours à Privas. Elle me téléphone tous les 6 mois pour m'envoyer ses vœux et me demander si Roger est dit mieux, sans se souvenir que Roger est mort en 2011. Elle a la mémoire qui s'effiloche, comme ma mère à la fin de sa vie. Mais elle est lucide encore presque tout le temps. Et elle ne sait pas. Elle ne sait pas que son mari avait un fils. Elle ne le sait pas et personne ne le lui a jamais dit. Je suis resté à table peut-être 2 heures. Le café avait fait 3 cernes sombres dans la tasse. En refroidissant, je relisais la lettre. Je regardais la photographie. Je pensais à Antoine.
Je pensais à Marcel, je pensais à Frédéric qui ne savait rien, je pensais à Madame Hélène qui était morte sans avoir le courage de tout dire elle-même. À 6 heures du soir, j'ai pris le téléphone. J'ai composé le numéro de Marcel à Privas, mais je n'ai pas appuyé sur le bouton vert. J'ai reposé le combiné. Je ne pouvais pas tout de suite, pas avant d'avoir réfléchi. Parce qu'il y avait dans cette lettre une chose que Madame Hélène n'avait pas dit, une chose qu'elle me laissait à moi, à mon jugement. Elle ne m'avait pas demandé d'aller voir Frédéric, elle ne m'avait pas demandé d'aller voir Marcel, elle ne m'avait pas demandé de parler, elle m'avait juste donné la vérité et une part du château et une photographie. Elle m'avait laissé décider, à 72 ans, ce que je voulais faire de ce que je savais. J'ai téléphoné à Evelyne, ma fille, en pleurant. Je n'ai pas pu lui expliquer pourquoi. Je lui ai juste dit que j'avais besoin qu'elle vienne dormir chez moi cette nuit. Elle est venue. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a fait du thé, elle s'est assise à côté de moi, elle a regardé la photographie quand je la lui ai tendue, et elle a dit « Maman, c'est qui ?» J'ai mis l'enveloppe sur la table devant elle. Je n'ai pas su lui répondre. Je me suis levé, je suis monté me coucher. Je n'ai pas dormi de la nuit. Sage. J'ai pensé à toute la chaîne des silences. Madame Hélène avait gardé son secret 55 ans. Antoine était mort avec son secret en 2002. Marcel ne savait rien depuis 47 ans. Vincent était mort en 2010 en croyant Frédéric son fils. Frédéric, à 55 ans, faisait des actes notariés à Tours en croyant savoir qui il était. Et au bout de la chaîne, il y avait moi. Solange Picard, 72 ans, fille du maçon de 5 mars la Pile, à qui Madame Hélène venait de laisser, en mourant, le choix de faire taire toute la chaîne, ou de la rompre. Le lendemain matin, Evelyne est partie au travail. Je suis resté seul. J'ai pris la photographie d'Antoine et je l'ai posée debout contre la salière. J'ai mis l'eau pour le café. Je regardais cet homme jeune devant les rosiers blancs, en pensant que dans 1 heure j'allais peut-être prendre la décision la plus importante de ma vie. À 8 heures du matin, le téléphone a sonné. C'était Maître Verdier. « Madame Picard, excusez-moi de vous appeler si tôt, j'ai oublié hier de vous prévenir d'une chose. Frédéric Bertin a demandé à me voir aujourd'hui à 11 heures au sujet du testament de sa mère. Il est mécontent que vous y soyez nommé avant lui. Je voulais que vous le sachiez. Il est possible qu'il essaie de vous contacter dans les jours qui viennent. » J'ai remercié Maître Verdier. J'ai raccroché. J'ai regardé la photographie d'Antoine Lefebvre, jardinier au château de la Roche-Bertin. Mars 1969 à juillet 1971. Père biologique de Frédéric Bertin, mari de ma cousine Marcel. Et j'ai compris que la décision, finalement, n'allait pas attendre que je sois prête, parce que Frédéric, lui, venait de décider qu'il voulait des comptes. Je suis arrivé au cabinet de Maître Verdier à 10h50. J'avais pris le bus de Vouvray à Tours, descendu place Anatole France, marché jusqu'à la place Plumereau. Je n'avais pas mangé. J'avais l'enveloppe en kraft dans mon sac, mais pas la lettre, et pas la photographie. La lettre, je l'avais laissée à la maison, cachée dans le tiroir de mon secrétaire, sous mes papiers de retraite. La photographie d'Antoine, je l'avais glissée dans la poche intérieure de mon manteau contre ma poitrine. Je ne sais pas pourquoi, sans doute parce que je n'arrivais pas à la laisser seule à la maison. Maître Verdier m'a fait entrer dans une petite salle d'attente. Il m'a dit « Madame Picard, Monsieur Bertin est dans mon bureau. Il sait que vous êtes là. Il a demandé à vous rencontrer en ma présence avant que je ne qu'on ne lui lise le testament. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous pouvez refuser et rentrer chez vous. » J'ai dit que j'acceptais. Je crois que je l'ai dit avant de comprendre. Il y avait quelque chose en moi qui ne voulait pas fuir. 50 ans de tablier, ça ne se fuit pas devant un fils qui demande des comptes. Et puis, il y avait la photographie dans ma poche et l'envie sourde, presque indécente, de voir Frédéric, là, en face de moi, en sachant ce que je savais et en cherchant sur son visage ce que la photographie m'avait montré. Maître Verdier m'a fait entrer dans son bureau. Frédéric était debout près de la fenêtre, en costume gris, cravate sombre. Il s'est tourné quand je suis entré.
Je l'avais vu 1000 fois au château, mais jamais comme ça. Au château, il était le fils de madame, le petit Frédéric qui faisait du vélo dans le parc à 6 ans, le garçon de 15 ans qui rentrait du lycée, le jeune homme qui partait étudier le droit à Paris, l'homme adulte qui revenait dîner avec sa mère un dimanche par mois. Là, dans ce bureau, c'était un notaire de Tours, 55 ans, qui s'apprêtait à m'expliquer pourquoi je n'avais pas ma place dans le testament de sa mère. Il ne m'a pas serré la main, il m'a juste fait signe de m'asseoir. Madame Picard, a-t-il commencé d'une voix calme. Je ne vais pas vous mentir, je trouve cette situation incompréhensible. Ma mère vous a légué 15% de la Roche-Bertin et 150 000 euros. Mes sœurs et moi avons hérité du reste à parts égales. Mais le fait que vous soyez nommé avant nous, dans l'ordre des bénéficiaires, et que la justification soit cette phrase « pour ce que Solange sait et n'a jamais dit » pose un problème. Pour la famille, pour le notaire, pour moi. Il s'est assis en face de moi. Maître Verdier était à son bureau, à côté. Je voudrais que vous me disiez, Madame Picard, ce que vous savez, et que vous n'avez jamais dit, parce que ma mère n'écrivait pas des phrases comme celle-là à la légère. Si elle a tenu à inscrire ces mots dans un acte notarié, c'est qu'il y avait une raison. Je l'ai regardé, les yeux noirs, les mêmes que sur la photographie. Il avait, à 55 ans, les mêmes cheveux épais et un peu désordonnés qu'Antoine à 35 ans. Il avait la même bouche, légèrement asymétrique en bas. Il avait, sans le savoir, le visage de son père biologique en face de moi. J'ai pris ma respiration. Je savais ce que j'allais dire avant que ma bouche ne le forme. Je l'avais décidé dans le bus, sans m'en rendre compte. Sur la place Plumereau, sans me l'avouer. J'allais mentir. Je n'étais pas encore prête à dire la vérité à Frédéric, pas comme ça, dans un bureau, devant un notaire, pas avec une photographie dans ma poche qu'il pourrait exiger de voir, pas avant d'avoir parlé à Marcel. Monsieur Frédéric, j'ai dit, votre mère et moi, on s'est connus très longtemps. J'ai vu beaucoup de choses dans ce château, mais ce qui est entre elle et moi, c'est entre elle et moi. Elle a choisi de l'écrire comme ça parce qu'elle a voulu reconnaître mon silence, pas son objet. Vous comprenez? Frédéric n'a pas bougé. Il a posé ses 2 mains à plat sur le bureau. Il a parlé doucement, beaucoup plus doucement qu'avant. Madame Picard, vous étiez là quand mes parents avaient des problèmes. Vous étiez là quand mon père rentrait tard. Vous étiez là quand ma mère pleurait dans le salon vert le mercredi soir, je le sais. Je l'ai vu quand j'étais petit. Si elle a eu une histoire avec un autre homme, vous le savez. Si elle a fait des choses pendant que mon père voyageait, vous le savez. Et si quelque chose de cela me concerne directement, je crois que j'ai le droit de savoir, à 55 ans, qui était vraiment ma mère. Sa voix avait basculé, plus de colère, plus de bureau de notaire. Juste un fils, en face d'une vieille femme qui avait vu sa mère pendant 50 ans de plus que lui. J'ai senti quelque chose craquer dans ma poitrine, mais je n'ai pas cédé. Monsieur Frédéric, j'ai répété, ce que je sais, je le tiens de votre mère. Je n'ai pas le droit de le dire avant d'avoir fait quelque chose qu'elle m'a indirectement demandé de faire. Donnez-moi une semaine, s'il vous plaît. Si dans une semaine je peux vous parler, je le ferai. Sinon, je vous renoncerai à la part qu'elle m'a léguée et vous oublierez que j'ai jamais existé. C'est mon engagement. Maître Verdier a relevé la tête. Frédéric m'a regardé longtemps. Il a hoché la tête, lentement. Il s'est levé. Une semaine, Madame Picard, pas un jour de plus. Et si vous renoncez à l'héritage, je veux que vous sachiez que ce ne sera pas une victoire pour moi. Ma mère vous a écrit dans son testament parce qu'elle vous estimait. Je voudrais comprendre pourquoi. C'est tout. Il a serré la main de Maître Verdier. Il est sorti, la porte s'est refermée. J'ai expiré, mes épaules sont retombées. Je n'avais pas réalisé pendant ces 15 minutes à quel point je m'étais tenue droite. Maître Verdier m'a versé un verre d'eau. Il a dit, à voix basse, « Madame Picard, je ne vous demande rien, mais si vous avez besoin d'un conseil juridique ou simplement d'une oreille, mon cabinet est à votre disposition. » Je l'ai remercié. Je suis sorti. Sur la place Plumereau, le soleil de février s'efforçait à percer les nuages. Il faisait froid. J'ai marché jusqu'à un petit café-tabac près de la cathédrale.
Je me suis assise à une table près de la fenêtre. J'ai commandé un café au lait. Je l'ai laissé refroidir devant moi pendant 25 minutes. Je regardais les gens passer dans la rue. Je pensais à Marcel. À midi, j'ai pris le bus du retour. Chez moi, j'ai posé mon manteau, sorti la photographie d'Antoine, les remise contre la salière et je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai pris le téléphone. Cette fois, j'ai composé le numéro de Privas et j'ai appuyé sur le bouton vert. Marcel a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était comme toujours un peu enrouée, avec ce drôle d'accent ardèche qu'elle avait pris au bout de 50 ans dans les Cévennes alors qu'elle était née en Touraine. Solange, ma petite Solange, quelle bonne surprise. Comment va Roger? J'ai fermé les yeux, comme à chaque fois. Marcel Roger est mort en 2011. Tu te souviens? Il y a eu un silence. Et puis sa voix a changé, plus basse, plus présente. Oh oui, excuse-moi Solange, c'est ma tête qui me joue des tours. Bien sûr, Roger, je me souviens. Tu as bien fait de me le rappeler. Comment tu vas, toi? Je n'ai pas su par où commencer. J'ai dit, Marcel, je vais te demander quelque chose qui va te paraître bizarre. Tu te souviens, Antoine, il y a longtemps, il a travaillé dans un château sur la Loire avant de venir à Privas. Il y a eu un autre silence, plus long. Oui, oui, je m'en souviens. Le château de la Roche-Bertin, près de Tours. Il en parlait quelquefois, pas souvent. Il y a passé 2 ans, je crois, vers 70-71, avant qu'on se rencontre. Sa voix s'était faite très douce. Marcel avait toujours eu cette douceur, c'est ce que Roger disait d'elle. Ta cousine Marcel, elle dit même les mots ordinaires comme si elle priait. Marcel, j'ai poursuivi, j'ai travaillé toute ma vie dans ce château. C'est moi, la bonne. Quand Antoine était là, j'y étais aussi. Tu ne le savais peut-être pas parce que c'était avant qu'on se reparle, toi et moi. Je ne le savais pas, Solange. Tu ne me l'avais jamais dit. Je ne savais pas que ton mari, c'était lui. Pas avant aujourd'hui. Il y a eu un long silence à l'autre bout. Et puis Marcel a dit, lentement, Solange, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris ma respiration. J'ai serré le téléphone dans ma main. Marcel, ma patronne, Madame Hélène Bertin, est morte il y a 9 jours. Elle m'a laissé une lettre. Dans cette lettre, elle me parle d'Antoine. Elle dit des choses sur lui et sur elle qu'elle n'avait jamais dites à personne. Je voulais te le dire en premier, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Marcel n'a rien dit pendant un long moment. J'ai entendu sa respiration, mesurée, calme, plus calme que la mienne. Solange, a-t-elle fini par dire. Est-ce qu'elle l'aimait? J'ai senti les larmes monter. Je n'avais pas pleuré depuis l'enterrement de Madame Hélène, pas une fois. Maintenant, dans ma cuisine, en parlant avec Marcel qui aurait pu me crier dessus, qui aurait pu me raccrocher au nez, qui aurait pu se sentir trahi, je pleurais. Oui, elle l'aimait. Je crois qu'elle l'a aimé toute sa vie. Il y a eu un autre silence. Puis Marcel, tu sais Solange, je l'ai toujours su, j'ai cru avoir mal entendu. Comment ça tu l'as su? Antoine ne m'a jamais menti. Quand il est arrivé à Privas en juillet 71, on s'est rencontrés 3 mois plus tard, au marché. Il vendait des roses qu'il greffait lui-même. Je lui ai demandé d'où il venait. Il a dit « De Touraine. J'y ai laissé quelqu'un que j'aurais aimé épouser, mais je ne pouvais pas. » Il n'a pas voulu en dire plus. Je n'ai pas insisté. J'ai accepté de l'épouser quand même 2 ans plus tard, en sachant qu'il y avait quelqu'un d'autre, avant moi. C'était comme ça, Solange. Il était sincère. Il ne m'a jamais caché qu'une partie de lui était restée là-bas. Marcel parlait sans pleurer, sans rancune, comme on récite une chose qu'on s'est dite à soi-même 100 fois pour finir par l'accepter. Et tu n'as jamais essayé de savoir qui était cette femme? Si, une fois. J'ai vu dans le carnet d'Antoine le nom de la Roche-Bertin et le nom Bertin. J'ai été à la bibliothèque municipale de Privas, j'ai cherché. J'ai vu que c'était la famille Bertin qui possédait le château. J'ai vu le faire-part de mariage d'Hélène Bertin et de Vincent Bertin en 68. Dans le Figaro, j'ai compris qu'elle était mariée.
J'ai compris qu'Antoine était parti à cause de ce mariage. J'ai refermé le journal. Je n'en ai jamais reparlé à Antoine. Je ne voulais pas qu'il sache que j'avais cherché. J'étais bouche bée. Pendant un demi-siècle, Marcel savait, et personne ne savait qu'elle savait. Marcel, j'ai dit, il y a autre chose. Dans la lettre de Madame Hélène. J'ai pris ma respiration. Marcel, Antoine avait un fils. Il s'appelle Frédéric. Il a 55 ans. Il est notaire à Tours. Silence. Long. Très long. Puis, Marcel a dit, Antoine avait un fils. Ce n'était pas une question. C'était comme elle l'avait toujours pressenti, formulé pour la première fois. Oui, Antoine l'a tenu dans ses bras une seule fois, le 7 juillet 71, dans un pavillon de jardin du château. 1 heure. Je l'ai porté moi-même au pavillon ce matin-là, sans savoir pourquoi. Je l'ai appris avant-hier. Marcel a respiré profondément. Elle a dit « Solange, est-ce que tu peux venir me voir à Privas ?»« Maintenant ?»« Non, pas Privas. Je vais venir, à toi, demain. Je vais prendre le train. J'ai quelque chose ici qu'il faut que tu vois et que tu portes à ce Frédéric. C'est important. Marcel, tu as 83 ans, tu ne peux pas faire le voyage seul. Si, je peux. Je suis lucide aujourd'hui. C'est un bon jour. Et si je ne le fais pas tout de suite, je ne sais pas si demain je serai capable. Je prendrai le TGV demain matin. Tu viendras me chercher à Tours Centre à 14h17. Marcel, qu'est-ce que tu as à m'apporter ? Elle a eu un petit rire doux à l'autre bout, un rire que je n'avais pas entendu depuis l'enterrement de mon père. Solange, Antoine, dans son atelier, avait un carnet. Il dessinait toutes ces roses avec leurs noms latins, leurs greffes, leurs origines. J'ai gardé ce carnet après sa mort. Dans ce carnet, à la page 32, il a dessiné une rose blanche qu'il a créée lui-même en 1984. Une rose grande, simple, à 6 pétales. Il l'a appelée Rosa Frédéric. Pendant 35 ans, je croyais qu'il l'avait baptisée en l'honneur de Frédéric Chopin, parce qu'il aimait écouter du Chopin le soir en travaillant ses notes. Mais maintenant je comprends. Il l'avait nommée en l'honneur de son fils. Ce carnet, Solange, je veux que tu le donnes à Frédéric Bertin. J'ai pleuré pour de bon, sans bruit, le téléphone à l'oreille. Marcel, Demain 14h17, ma petite. Sois à la gare. Je porterai un foulard violet. Elle a raccroché. J'ai posé le combiné. La maison était vide. Je n'avais pas de chat. Roger en avait eu un, Tigrou, mort en 2013. Depuis, je n'avais pas voulu en reprendre. J'ai regardé la photographie d'Antoine, debout contre la salière. J'ai dit, à voix haute, comme une idiote, « Antoine, tu vas avoir ton carnet, et ton fils. » Et je suis resté comme ça pendant peut-être encore 1 heure, à regarder un mort que je n'avais jamais rencontré, et qui m'avait laissé une rose blanche dans son carnet à attendre, depuis 42 ans qu'on la trouve. Mais ce que je ne savais pas encore ce soir-là, c'est que le carnet d'Antoine dans la maison de Privas ne contenait pas seulement une rose appelée Frédéric. À la page suivante, à la page 33, il y en avait une deuxième, plus petite, toute jeune, datée de 1986. Elle s'appelait Rosa Hélène. Et celle-là, Marcel ne me l'avait pas encore mentionnée. Le lendemain matin, le 13 février 2026, j'étais à la gare de Tours Centre à 14h10. J'avais pris le bus de Vouvray à 13h. Il faisait gris, mais sans pluie. J'avais mis mon manteau noir et un foulard bleu marine que Roger m'avait offert pour mes 50 ans. Je n'avais pas dormi de la nuit. Je tenais dans mon sac la photographie d'Antoine et la lettre de Madame Hélène, toutes les deux maintenant. Le TGV de Marcel est arrivé à 14h17 précise. Je l'ai cherché sur le quai. Une petite femme aux cheveux blancs courts, foulard violet, manteau gris perle, descendait du wagon 3 avec une valise à roulettes et un grand sac en cuir marron à l'épaule. Elle m'a vu. Elle a souri. Et là, j'ai compris pourquoi Antoine était tombé amoureux d'elle aussi. Marcel, à 83 ans, avait un sourire qui ne demandait rien.
un sourire qui acceptait. On s'est embrassé. Pas longtemps, juste comme se font les bises des Picards, sèches, brèves, sans démonstration. Mais elle m'a tenu la main une seconde de plus que nécessaire en se reculant. Comment tu vas, ma petite Solange? Je ne sais pas, Marcel, je ne sais pas. C'est normal. Allons à ta maison. On parlera là-bas. Je l'ai prise par le bras pour porter sa valise. Elle a refusé en riant. Je marche encore, tu sais. C'est la tête qui flanche, pas les jambes. On a pris un taxi jusqu'à Vouvray. 40 €. Marcel a tenu à payer. Je n'ai pas insisté. Chez moi, j'ai posé sa valise dans la chambre d'amis, celle où dormait autrefois Evelyne quand elle était petite. Marcel s'est lavé les mains, a accepté un thé. On s'est assise dans le salon qui donne sur le jardin de Roger, avec ses tomates qui n'étaient plus que des tuteurs nus en hiver. Marcel a ouvert son grand sac en cuir marron. Elle en a sorti un carnet. Le carnet d'Antoine. Il était grand, à peu près A4, à couverture de cuir vert foncé, avec un élastique pour le fermer. Le cuir avait 40 ans de manipulation dessus, taché au coin, lisse au centre, comme une vieille selle de cheval. Marcel l'a posé sur la table basse entre nous. Elle a retiré l'élastique. Solange, avant que je te montre, je voudrais te dire quelque chose. Elle a pris son temps. Elle a regardé par la fenêtre les tomates de Roger. Elle a dit « J'ai aimé Antoine, toute ma vie. Quand il est mort, en 2002, j'ai cru que je n'allais pas survivre une année de plus. Et puis, j'ai survécu, parce que c'est ce qu'on fait, on survit. Mais je n'ai jamais été dupe. Il y avait Hélène là-bas, à Tours. Il y a toujours eu Hélène. C'est elle qui a été sa vraie femme, je crois. Moi, j'ai été la femme avec qui il a vécu. Ce n'est pas la même chose. Pendant longtemps, ça m'a fait du mal. Et puis un jour, j'ai compris une chose, Solange. J'ai compris qu'Antoine m'avait choisi, moi malgré Hélène. Il n'aurait pas pu vivre avec Hélène parce qu'elle était mariée, parce qu'elle avait un enfant, parce que la vie en avait décidé autrement. Mais il aurait pu rester seul, il aurait pu vivre 40 ans en pensant à elle, en se levant et en se couchant avec son image. Il ne l'a pas fait, il m'a choisi, moi, il a vécu avec moi. Il m'a fait du thé tous les matins pendant 28 ans. Il m'a tenu la main quand mon père est mort en 80. Il m'a parlé tous les soirs avant de s'endormir. Ce n'était peut-être pas son grand amour, mais c'était son amour vrai. Tu comprends la différence? J'ai hoché la tête. Je n'arrivais pas à parler. Alors voilà, a dit Marcel. Maintenant qu'Antoine est mort et qu'Hélène est morte, je ne suis pas jalouse. Je ne le suis plus depuis longtemps. Ce qu'il a laissé pour son fils, je veux qu'il le reçoive. C'est tout ce qui compte, et ce qu'il a laissé pour Hélène, je veux qu'on le sache aussi, parce que c'est la fin d'une chose, et je veux que la fin soit propre. Elle a ouvert le carnet à la page 32. Sur cette page, à gauche, Antoine avait dessiné à l'aquarelle une grande rose blanche, à 6 pétales. Le dessin était précis, technique, comme un planche de botaniste. Sous le dessin, en haut à droite, il avait écrit en lettres soignées « Rosa Frédéric », variété créée par Antoine Lefebvre le 14 septembre 1984 à Privas, Ardèche, greffe d'une Rosa damascena croisement Rosa alba, floraison juin à septembre, parfum doux et soutenu, tient bien en vase. Et en dessous, à l'encre violette légère, presque effacée, pour celui que je n'ai vu qu'une heure. J'ai regardé le dessin, je regardais les 6 pétales blancs étalés, je regardais l'écriture penchée d'un homme que je n'avais jamais entendu parler. Je regardais la date septembre 1984 et je pensais que Frédéric avait 14 ans à ce moment-là, qu'il commençait le lycée à Tours, qu'il jouait au tennis le mercredi après-midi, et qu'un homme, à 1000 kilomètres de là, dans un atelier de l'Ardèche, peignait une rose en pensant à ce garçon. Marcel a tourné la page. À la page 33, il y avait une seconde rose, plus petite que la première, plus simple. Une rose à 5 pétales, d'un blanc nuancé de très légèrement rose pâle. Le dessin était plus rapide, moins technique, presque amoureux dans le geste. Sous le dessin, Antoine avait écrit, de la même encre violette, Rosa Hélène,
Variété créée par Antoine Lefebvre le 9 juillet 1986 à Privas, Ardèche. Greffe d'une Rosa centifolia croisement Rosa alba. Une fleur seulement par tige. Floraison juillet. Parfum léger. Et en dessous, en plus petite encore, 15 ans après. 15 ans pour pouvoir en faire une fleur. J'ai relevé les yeux vers Marcel. Marcel avait posé sa tasse de thé. Elle regardait le dessin, elle aussi. Pour la première fois, je l'ai vue émue. Le 9 juillet 86, a-t-elle dit doucement. Antoine est parti pendant 4 jours, en juillet 86. Il m'a dit qu'il participait à un concours de roses à Angers. Il est revenu un peu triste, je m'en souviens. Pendant 3 jours, il n'a presque pas parlé. Et puis ça lui est passé. Et il a fait cette rose, à la maison, dans son atelier. Je l'ai vue à l'époque. Je trouvais qu'elle ne ressemblait pas aux autres qu'il faisait. Plus simple, plus délicate. Je lui avais demandé pourquoi il l'appelait Hélène. Il m'avait dit « C'est une fleur que je devais à quelqu'un. Elle s'est tue, elle a respiré, elle a continué. Solange, est-ce que tu crois qu'Antoine est allé voir Hélène en juillet 86 ?» J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai pensé à Madame Hélène. Le 9 juillet 86. À cette époque-là, Madame Hélène avait 46 ans. Frédéric avait 15 ans, Constance 11. Monsieur Vincent était au plus fort de sa réussite, voyageait partout, vivait à Paris 6 mois par an. Et Madame Hélène, le mercredi soir, à la fenêtre du salon vert, regardait la Loire pendant 40 minutes. Marcel, j'ai dit, je crois que oui. Je crois qu'il est venu. Je ne m'en souviens pas précisément, mais je crois qu'il y a eu, un été des années 80, quelques jours pendant lesquels Madame Hélène a annulé tous les invités et resté à la maison à marcher beaucoup dans le parc Nord, près de la roseraie. Et après ces quelques jours, elle avait recommencé à pleurer le mercredi soir. Marcel a hoché la tête, lentement, sans pleurer. Antoine et Hélène se sont revus, Solange, une fois, 15 ans après le pavillon. Ils ne se sont sans doute pas même touchés. Ils se sont juste vus, ils se sont parlé. Et Antoine est rentré faire une rose pour le marquer. C'est tout, ça lui a suffi. Je n'ai pas pu répondre. Je regardais les 2 roses côte à côte sur les 2 pages du carnet. Rosa Frédéric et Rosa Hélène, le fils et la mère du fils. 2 fleurs blanches qu'un jardinier de l'Ardèche avait peintes dans l'ordre en 84 et en 86. 42 ans plus tard, je les regardais pour la première fois. Le téléphone a sonné dans le couloir. J'ai sursauté, j'ai posé le carnet sur la table basse. Je me suis levé. C'était un numéro de portable que je ne connaissais pas. J'ai décroché. Madame Picard, une voix de femme, jeune, sèche, élégante. La voix d'une avocate parisienne. Oui, c'est moi. Madame Picard, je suis Constance Bertin, la fille d'Hélène Bertin, la sœur de Frédéric. Mon frère m'a appelé hier soir. Il m'a expliqué votre rencontre chez Maître Verdier. Je voulais vous appeler directement. J'ai senti le sang me quitter le visage. Je suis revenu dans le salon avec le combiné sans fil. Marcel m'a regardé. Je lui ai fait un signe pour qu'elle reste. Madame Bertin, j'ai dit. Madame Picard, je vais aller droit au but. Je vis à Paris. Je suis avocate au barreau. Je n'ai ni le temps ni l'envie de faire des détours. Mon frère vous a demandé 1 semaine. Je trouve cette semaine excessive. Ma mère vous a laissé 15% du château et une grosse somme d'argent pour une raison qui n'est pas claire et qui, à mes yeux, est juridiquement douteuse. Je vous propose de signer un acte de renonciation à cette part de succession dès aujourd'hui. En échange, ma famille s'engage à vous verser, à titre de gratitude pour vos 50 années de service, la somme de 60 000 euros. C'est généreux, et ça met fin à une situation désagréable pour tout le monde. J'ai mis quelques secondes à comprendre. Quand j'ai compris, j'ai dû m'asseoir sur la chaise du couloir. Madame Bertin, votre mère a écrit ce testament en pleine conscience. Maître Verdier l'a validé. Vous ne pouvez pas le contester. Madame Picard,
Le contester serait long et désagréable pour vous. À votre âge et compte tenu du fait que vous êtes une employée de maison sans famille fortunée, je crois que vous préférerez éviter une procédure judiciaire qui durerait des années. 60 000 € aujourd'hui, ou 150 000 € peut-être dans 5 ans, après procès. Vous avez le choix. J'ai senti la rage monter. Pas pour moi, pour Madame Hélène, pour ce qu'elle avait écrit dans son testament avec ses dernières forces, et pour ce que sa propre fille essayait de réduire à un règlement à l'amiable de 60 000 €, comme si c'était une dette commerciale. J'ai pris ma respiration. J'ai dit doucement, comme on parle aux personnes très en colère, Madame Bertin, votre mère m'a écrit dans son testament parce que je sais quelque chose qu'elle a porté toute sa vie, et qui vous concerne aussi, je crois, vous et votre frère. Je ne renoncerai pas à cette part, pas parce que je tiens à l'argent, parce que renoncer, ce serait renier votre mère, et je ne renierai pas votre mère, madame. Il y a eu un silence, et puis Constance, sa voix descendue d'un cran, Madame Picard, qu'est-ce que vous savez? Quelque chose qui appartient à votre frère avant de vous appartenir à vous. Demandez-le lui dans quelques jours. J'ai raccroché, mes mains tremblaient. Marcel me regardait depuis le salon. Elle avait tout entendu, je crois. Je suis revenu m'asseoir près d'elle. Elle a posé sa main sur la mienne. Solange, a-t-elle dit, tu sais ce que tu vas faire? Non, pas encore. Tu vas appeler Frédéric, maintenant. Tu vas lui demander de venir, demain matin. Tu vas lui montrer le carnet. Tu vas lui dire la vérité. Et après, nous trois, toi, lui et moi, on ira au château, à la roseraie, au pavillon. J'ai regardé Marcel, sa main sur la mienne, sa douceur d'octogénaire qui avait perdu un mari et un grand amour qui n'avait jamais été le sien. Marcel, j'ai dit, et si Frédéric ne croit pas, et si Frédéric refuse? Marcel a souri. Solange, il a les yeux d'Antoine. Quand il verra les roses, il croira. J'ai pris le téléphone. J'ai cherché dans ma poche le papier avec le numéro de Frédéric que maître Verdier m'avait donné. J'ai composé. Frédéric a décroché à la deuxième sonnerie. Il avait, je l'entendais, du bruit autour de lui, comme dans un restaurant. Monsieur Frédéric, c'est Solange Picard, un temps. Madame Picard, vous m'appelez vite? Monsieur Frédéric, j'ai quelque chose à vous montrer. Je voudrais que vous veniez chez moi demain matin, à 9 heures si vous pouvez. J'habite à Vouvray, 12 rue des Pommiers. J'ai ici quelqu'un de Privas, une cousine de mon mari, qui est venue spécialement pour vous voir. Il y a eu un long silence. J'entendais sa respiration, mêlée au bruit du restaurant. Madame Picard, est-ce que c'est ce que ma mère vous a demandé de me dire? Oui. Je serai chez vous à 9 heures. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table basse. Marcel me souriait toujours. Bien, Solange. Bien. On a dîné toutes les deux ce soir-là, simplement. Une omelette, du fromage, du pain. Marcel m'a parlé de Privas, de son jardin, des roses qu'elle continuait à entretenir, des voisines avec qui elle jouait à la belote le jeudi. Elle m'a parlé de la maladie qui lui prenait la tête par moments, sans peur, sans amertume. Elle m'a dit « Solange, j'ai eu une bonne vie. Je n'ai pas eu d'enfant, mais j'ai eu un homme qui m'a aimé à sa manière. C'est plus que beaucoup de femmes. » À 10 heures, elle est montée se coucher. Je suis resté dans le salon. J'ai pris le carnet d'Antoine. Je l'ai feuilleté lentement. Il y avait dans ce carnet peut-être 200 roses dessinées, toutes datées, toutes avec leurs greffes, leurs noms latins. La plupart portaient des noms scientifiques ou des noms de fleurs. 4 seulement portaient des prénoms, Frédéric, Hélène et 2 autres. Plus tard, en 2000 et en 2001, l'année avant la mort d'Antoine. L'une s'appelait Rosa Marcel, l'autre simplement Rosa Solange. J'ai eu un coup au cœur. J'ai approché le carnet de la lampe. La Rosa Solange était minuscule, juste un petit bouton de rose entr'ouvert, blanc crème, presque sans pétales encore, daté du 19 mars 2001. Sous le dessin, à l'encre violette, Antoine avait écrit « Pour la femme qui a porté mon fils sans le savoir, sans elle je n'aurais rien eu. » J'ai posé le carnet.
Pendant 50 ans, j'avais cru que personne ne savait que j'existais. Et tout ce temps, dans un atelier d'Ardèche, un homme que je n'avais jamais rencontré peignait une rose à mon nom. J'ai pleuré, sans bruit, à la lampe du salon, pendant que Marcel dormait dans la chambre d'amis et que la photographie d'Antoine me regardait depuis la salière de la cuisine. À 6 heures du matin, je n'avais pas dormi. J'ai entendu une voiture s'arrêter devant la maison plus tôt que prévu. J'ai écarté le rideau du salon. Ce n'était pas Frédéric. C'était une voiture noire avec une plaque de Paris. Et la femme qui descendait du siège passager avait le visage que j'avais vu 1000 fois sur les photographies du salon vert du château. En plus jeune, en plus dure. C'était Constance Bertin. Elle marchait droit vers ma porte. Et avant qu'elle ne sonne, je savais déjà que Frédéric n'avait pas eu le temps de venir le premier, que Constance, avocate au barreau de Paris, avait pris l'avion de nuit et conduit depuis Roissy pour arriver avant son frère et que ce qu'elle voulait, ce n'était pas la vérité. Ce qu'elle voulait, c'était la cassette du silence. Et elle pensait que je l'avais. La sonnette a tinté à 6h10 précises. J'ai ouvert la porte. Constance Bertin se tenait sur mon perron, en manteau de laine noire, écharpe rouge bordeaux, sac en cuir noir à la main, cheveux blonds courts coupés au carré. Elle avait 50 ans, mais une fatigue d'une nuit blanche lui creusait les traits. À 2 mètres derrière elle, un homme en costume gris, debout près d'une voiture noire, attendait sans bouger. Son chauffeur. Constance ne se déplaçait pas seule. « Madame Picard, j'ai pris la peine de venir personnellement. Je voudrais que nous parlions. » « Madame Bertin, je n'ai rien à vous dire ce matin. Votre frère arrive dans 3 heures. Je préfère qu'il soit là. » Justement, je suis venu avant lui pour une raison précise. Elle est entrée sans attendre que je l'invite. Elle a posé son sac sur la console de l'entrée, retiré son manteau, l'a accroché au porte-manteau de ma grand-mère comme si elle était chez elle. J'étais incapable de réagir. À 72 ans, devant une avocate de 50, avec la fatigue d'une nuit blanche, je n'ai pas eu le réflexe de la mettre dehors. Elle est passée devant moi dans le couloir. Elle a regardé le salon. Elle a vu le carnet d'Antoine posé sur la table basse, ouvert à la page 32. Elle a vu la photographie d'Antoine sur la salière de la cuisine, visible par la porte ouverte. Elle a compris en 2 secondes que quelque chose se passait et que ce n'était pas pour elle. Elle s'est tournée vers moi. Sa voix s'est faite très douce, plus douce que la veille au téléphone. « Madame Picard, asseyons-nous. » J'ai obéi parce que je ne savais plus quoi faire. On s'est assise au salon. Constance a regardé le carnet ouvert sans le toucher. Elle a regardé le dessin de la Rosa Frédéric. Elle a lu, en silence, l'inscription en encre violette. Pour celui que je n'ai vu qu'1 heure. Elle était restée immobile pendant une longue minute, sans pleurer, sans rien dire. Son visage ne changeait pas, mais sa main droite, posée sur son genou, s'est mise à trembler très légèrement. « Madame Picard, a-t-elle dit enfin, sans relever les yeux du carnet, qui est l'homme qui a peint cette rose ?» J'ai pris ma respiration. « Madame Bertin, je voudrais que vous attendiez votre frère. Cette conversation, je préférerais l'avoir avec vous deux ensemble. Madame Picard, est-ce que cet homme est mon père biologique ?» Sa voix avait toujours la douceur du début, mais sa main tremblait davantage maintenant. « Non. Cet homme est le père biologique de votre frère Frédéric, pas de vous. Vincent Bertin était votre père. Il était aussi le mari de votre mère. Mais Frédéric, lui, est né d'un autre homme, cet homme-là. » Constance n'a pas bougé, elle n'a pas relevé les yeux. Elle a continué à regarder la rose blanche sur la page du carnet. Sa main droite tremblait visiblement maintenant. Elle l'a posée sur le carnet, comme pour la stabiliser sur quelque chose. « Madame Picard, a-t-elle dit, qui était cet homme ? » Antoine Lefebvre, jardinier au château entre 69 et 71. Il est mort en 2002 à Privas en Ardèche. Et ma mère, votre mère l'a aimé, avant son mariage, pendant son mariage et, je crois, jusqu'à sa mort. Le 7 juillet 71, elle m'a fait porter Frédéric à 10 mois dans le pavillon de jardin du Parc Nord. Antoine a tenu son fils dans ses bras pendant 1 heure ce matin-là,
avant de partir pour l'Ardèche. Il ne l'a plus jamais revu après, mais il a peint des roses pour lui pendant 40 ans, depuis son atelier de Privas. Constance a fermé les yeux. Sa main, sur le carnet, s'est immobilisée. Et la deuxième rose a-t-elle demandé sans rouvrir les yeux. Marcel est apparu à ce moment-là dans l'embrasure de la porte du salon. Elle portait sa robe de chambre violette, ses cheveux blancs ébouriffés par la nuit. Elle s'était levée en entendant les voix. Elle est entrée doucement. Elle s'est assise dans le fauteuil à côté de Constance. « C'est moi qui vais répondre à cette question, madame, a-t-elle dit. Je suis Marcel Lefebvre, la femme d'Antoine, mariée à lui depuis 1973 jusqu'à sa mort en 2002. » Constance a ouvert les yeux. Elle a regardé Marcel. Marcel a regardé Constance. Entre elles, sur la table basse, il y avait le carnet et la rose Hélène à la page 33. « Madame, a continué Marcel de sa voix tranquille, votre mère et mon mari se sont aimés à 28 et 32 ans. Ils se sont quittés en juillet 71 à cause d'un enfant que personne ne pouvait revendiquer. Ils se sont revus une seule fois en juillet 86, 15 ans plus tard. Cette deuxième rose, à la page 33, c'est Antoine qui l'a peinte le lendemain de ce jour-là, en mémoire de votre mère. Pas par regret, par fidélité, je crois. Ils ne se sont sans doute pas même touchés cette fois-là. Ils se sont parlé, et ils se sont quittés une seconde fois, pour de bon. Constance regardait Marcel. Pour la première fois, je voyais ses yeux briller. Pas encore de larmes, mais quelque chose qui se brisait à l'intérieur. Madame, m'a poursuivi Marcel, je ne suis pas ici pour vous reprocher quoi que ce soit. Je n'ai pas reproché à votre mère d'avoir été aimée par mon mari. Pendant 50 ans, j'ai accepté qu'il y ait eu une autre femme avant moi. C'est comme ça que je l'ai aimée. Pas en luttant contre elle, en la reconnaissant. Aujourd'hui, votre mère est morte, mon mari est mort depuis 24 ans. Il ne s'agit plus d'eux. Il s'agit de votre frère qui ne sait pas. Et il s'agit de vous qui ne saviez pas non plus. Et il s'agit de ce carnet que j'ai gardé chez moi pendant 24 ans en attendant que quelqu'un veuille bien le lire. Constance a baissé la tête. Une larme est tombée sur le bois de la table basse, sans bruit. Pendant un long moment, on est restés toutes les trois sans parler. Le tic-tac de l'horloge du couloir, le frigo qui se remettait en marche dans la cuisine, la pluie qui commençait à tomber dehors, trois femmes vieilles, sans mari, autour d'un carnet de roses. Je ne pourrai jamais oublier ce silence. À 7h15, Constance a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges jamais sautes, mais sa voix était redevenue ferme, pas dure, ferme. « Madame Lefebvre, a-t-elle dit à Marcel. Madame Picard, je dois vous demander pardon. Hier au téléphone, j'ai été méprisable. Je pensais que vous étiez une employée qui essayait de tirer de l'argent d'un testament obscur. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas du tout compris. » Elle a pris une grande respiration. Elle a poursuivi. « Mon frère arrive à 9h, c'est bien ça ? Oui. Je vais l'attendre avec vous, si vous le permettez. » « Bien sûr, Madame Bertin. Appelez-moi Constance, je crois que ce que nous allons traverser ensemble dans les prochaines heures, ça ne supporte pas le Madame Bertin. » Marcel a souri, elle s'est levée doucement, est allée à la cuisine. Elle est revenue avec une cafetière et 3 tasses. Elle nous a servi du café. On a bu, sans parler, en regardant la pluie tomber par la fenêtre. À 8h, Constance s'est levée. Elle est sortie un moment dans le couloir avec son téléphone. Je l'ai entendue parler à son chauffeur, lui dire de rentrer à Paris, qu'elle n'aurait plus besoin de lui aujourd'hui. Elle est revenue. Elle s'est rassise. Elle a regardé le carnet, encore. Madame Picard, Solange, comment est-ce qu'on va dire ça à mon frère ? Marcel a répondu à ma place, doucement, comme on dit toutes les choses importantes, en montrant le carnet d'abord, en laissant les roses parler. Antoine était jardinier, vous comprenez ? Il croyait que les fleurs disaient ce que les mots n'arrivaient pas à dire. C'est par les roses qu'il faut commencer. À 9h, on a entendu une voiture s'arrêter dans la rue. J'ai écarté le rideau.
une Audi grise. Frédéric Bertin est sorti côté conducteur en costume sombre, manteau gris, regard fatigué. Il a refermé la portière et resté un instant immobile sur le trottoir, comme s'il rassemblait ses forces avant de marcher, et puis il est venu vers la porte. Constance, derrière moi, s'est levée. Elle a posé sa main sur mon bras. Solange, laissez-moi lui ouvrir. J'ai accepté. Constance est allée à la porte. Elle a ouvert avant que Frédéric ait sonné. Quand Frédéric a vu sa sœur sur le seuil de la maison d'une employée de maison de Vouvray, à 9 heures du matin, le visage encore rougi de larmes, le regard changé, je crois qu'il a tout compris en une seconde sans avoir besoin de connaître les mots. Il a regardé sa sœur. Il a dit, d'une voix très basse, « Constance, qu'est-ce que tu fais là ?» Frédéric, viens. Solange et la femme qui est venue de Privas vont nous parler, toi et moi, ensemble. Il est entré. Il a serré ma main avec une politesse étrange, presque cérémonieuse. Il a regardé Marcel, qui s'était levé du fauteuil. Marcel, en robe de chambre violette, blanche aux cheveux, 60 centimètres de moins que lui en taille, a tendu la main. Frédéric l'a serrée. « Bonjour, madame. »« Bonjour, Frédéric. Je m'appelle Marcel. Je suis la veuve d'Antoine Lefebvre. » Frédéric n'a pas réagi tout de suite au nom. Il a juste hoché la tête, par politesse. Il s'est assis sur le canapé. Constance s'est assise à côté de lui et lui a pris la main. Geste qu'elle ne devait pas faire souvent, je crois. Geste qui a fait que Frédéric a tourné la tête vers elle, surpris. Marcel s'est assise dans son fauteuil. Elle a posé le carnet sur ses genoux. Elle l'a tenu fermé pendant quelques secondes. Puis elle l'a ouvert à la page 32 et l'a tendu à Frédéric. Frédéric a pris le carnet. Il a regardé la rose blanche aux 6 pétales. Il a lu à voix basse, presque pour lui-même, « Rosa Frédéric, variété créée par Antoine Lefebvre, le 14 septembre 1984 à Privas, Ardèche. » Et en dessous, à l'encre violette, « Pour celui que je n'ai vu qu'une heure, tchè. » Il a relevé les yeux. Il a regardé Marcel. Il a regardé Constance. Il a regardé moi. Il n'a pas demandé qui était Antoine Lefebvre. Je crois qu'il avait compris dès qu'il avait lu le titre de la rose et dès qu'il avait vu la date septembre 84 où il avait eu 14 ans. Il a juste tourné lentement la page. Il a regardé la Rosa Hélène à la page 33. Il a lu en silence. Il a tourné encore quelques pages, lentement. À la page 57, il s'est arrêté. C'était la Rosa Solange, datée du 19 mars 2001. Pour la femme qui a porté mon fils sans le savoir. Frédéric a fermé le carnet. Il l'a posé sur ses genoux. Il a regardé par la fenêtre la pluie qui tombait sur le jardin de Roger. « Madame Picard, a-t-il dit après un long moment, « Solange, je voudrais que vous me racontiez le 7 juillet 71. Très précisément, heure par heure, s'il vous plaît. » Je lui ai raconté. Tout. La cuisine à 6 heures du matin, le berceau au premier étage, la couverture en laine bleue, le pavillon, les 2 heures de silence avec le bébé endormi sur le canapé, le retour de Madame Hélène, blanche comme un linge, les verres de champagne à moitié bu dans le vestibule qui n'avaient jamais été pour des invités mais pour 2 personnes seules dans une petite pièce de pavillon, à se dire adieu, le silence de 50 ans qui avait suivi. Frédéric écoutait sans m'interrompre. Constance lui tenait la main. Marcel regardait la pluie. Quand j'ai eu fini, Frédéric est resté silencieux peut-être 3 minutes. Puis il a dit « Ma mère m'a parlé d'Antoine une fois, une seule fois, en octobre dernier, peu de temps après son diagnostic. Elle m'a dit « Frédéric, si un jour tu apprends quelque chose sur moi qui te choque, ne me déteste pas. J'ai aimé qui je pouvais aimer dans le temps que j'avais. » Je n'avais pas compris. J'avais cru qu'elle parlait de la maladie, ou de la mort de papa, ou de quelque chose entre elle et Constance et moi. Pas de ça, pas d'un homme. Constance a serré plus fort la main de son frère. Frédéric s'est tourné vers Marcel. « Madame Lefebvre, vous avez fait le voyage de Privas, je voudrais vous remercier,
et je voudrais vous demander pardon, à vous, pour ce que ma mère a pris à votre mari, et à vous indirectement. Marcel a souri, doucement. Mon enfant, votre mère n'a rien pris à mon mari. Antoine a aimé 2 femmes dans sa vie, votre mère et moi. Ce sont 2 amours différents qui n'ont jamais été en concurrence. Vous, vous êtes leur fils, à votre mère et à Antoine. Mais vous n'êtes pas mon fils, par malheur. Antoine et moi n'avons pas pu avoir d'enfants, c'est comme ça. Maintenant que je vous vois en face de moi, j'ai un peu l'impression que la vie m'en donne un, en retard, sans me l'avoir promis. Je n'en demanderai rien, mais je voudrais juste, si vous le permettez, vous serrer une fois dans mes bras. Pour Antoine, pour qu'il puisse se reposer. Frédéric s'est levé, il a fait 2 pas vers Marcel. Marcel s'est levé à son tour. Frédéric a pris la petite femme blanche en robe de chambre violette dans ses bras et l'a tenue serrée contre lui pendant peut-être 1 minute. Marcel ne pleurait pas, elle souriait, les yeux fermés. Frédéric, lui, pleurait sans bruit. Constance, sur le canapé, pleurait aussi, mais plus librement. Et moi, dans mon fauteuil, je regardais ces 3 personnes dans Katumaï, dans mon petit salon de Vouvray, et je pensais qu'à 72 ans, après 50 ans de tablier, j'étais en train d'assister à la chose la plus extraordinaire de toute ma vie. À 10 heures du matin, on a décidé d'aller au château, tous les 4. Frédéric et Constance dans l'Audi grise, Marcel et moi dans le taxi que j'ai appelé, direction la Roche-Bertin, la roseraie, le pavillon. Mais avant de partir, j'ai mis dans mon sac la lettre de Madame Hélène, la photographie d'Antoine et le carnet. Tous les 3. Marcel m'a regardé les ranger. Elle a dit, à voix basse, « Solange, tu as encore une chose à décider aujourd'hui. » Laquelle, Marcel? L'héritage, les 15% du château et les 150 000 euros. Tu as encore le droit d'y renoncer si tu veux. Je l'ai regardé. Constance était dans le couloir en train de remettre son manteau. Frédéric ouvrait la porte d'entrée. La pluie avait cessé. J'ai dit, à voix basse, « Je sais, Marcel, je n'ai pas encore décidé. » Et c'est avec cette question en suspens dans la poitrine que je suis monté dans le taxi aux côtés de Marcel pour aller au château de la Roche-Bertin avec Frédéric et Constance Bertin pour la première fois depuis l'enterrement de Madame Hélène. Le taxi s'est arrêté devant la grille du château de la Roche-Bertin à 10h35. L'Audi grise de Frédéric était déjà garé dans la cour pavée. Lui et Constance nous attendaient près du perron, sans entrer. Le château était fermé depuis l'enterrement. Frédéric avait les clés. J'ai pris le bras de Marcel pour descendre les 3 marches du perron. Elle avait insisté pour faire le voyage debout, mais à 83 ans, après une nuit courte et une émotion lourde, ses jambes avaient besoin d'aide. Frédéric a ouvert la grande porte d'entrée. On est entré dans le vestibule. Tout était exactement comme je l'avais laissé le matin de la mort de Madame Hélène. Frédéric m'a regardé. Il a dit « Solange, vous nous conduisez ?» J'ai compris ce qu'il me demandait. Pas de conduite, de témoignage. Le seul guide possible aujourd'hui dans cette maison, c'était moi. Suivez-moi, on est sorti par derrière, par la porte de service. J'ai marché lentement à cause de Marcel. Constance a pris son autre bras. Frédéric marchait à 1 mètre devant nous, comme un éclaireur incertain de la route. Le parc était nu, février, mais la roseraie au nord, derrière le mur bas en pierre couverte de lichen, avait ses formes. Les 12 parterres de rosiers blancs, encore sans fleurs en cette saison, étaient là parfaitement taillés. Vincent avait fait engager un jardinier après le départ d'Antoine en 71, qui les a entretenus jusqu'en 95, et après lui, c'est Madame Hélène qui s'en est occupée elle-même, pendant 30 ans, avec un sécateur, un panier et un grand chapeau de paille. Je crois que je n'ai compris cela qu'en marchant vers la roseraie ce matin-là. Madame Hélène avait taillé pendant 30 ans les rosiers d'Antoine, tous les jeudis matins, comme on entretient une tombe. On est arrivé au mur bas. Frédéric s'est arrêté devant le portail en fer forgé. Il a regardé les rosiers à l'intérieur. Marcel a regardé aussi. Elle a poussé un petit soupir, presque heureux. Solange, a-t-elle dit, ces rosiers, c'est lui qui les a plantés. Oui, Marcel, en 69 et en 71.
Tu vois, les 6 pétales du parterre central, c'est la Rosa Damascena. La même qu'il a utilisée pour faire la Rosa Frédéric. Il a dû la prendre d'ici, une bouture qu'il a emportée à Privas. Frédéric n'a rien dit. Il regardait. Il avait, je voyais bien, du mal à respirer. Constance s'est rapprochée de lui a remis la main sur le bras, sans parler. On est resté là, peut-être 10 minutes, sans rien dire, à regarder un carré de terre nue planté de rosiers nus en plein hiver, qui aurait fleuri dans 4 mois. Et puis Frédéric s'est tourné vers moi. Solange, le pavillon. Vous savez où il est? Oui. Conduisez-nous. Le pavillon était à 150 mètres de la roseraie, dans le coin le plus reculé du parc, contre le mur d'enceinte sud. On marchait dans l'herbe haute. Madame Hélène n'y était presque plus jamais entrée après le 7 juillet 71. C'était devenu une remise de jardin oubliée. J'avais la clé. C'est elle qui me l'avait donnée en 2017 en disant « Solange, gardez-la chez vous. Si je meurs avant vous, je voudrais que ce soit vous qui en disposiez. » Je n'avais pas compris à l'époque. J'ai ouvert la porte a grincé. Frédéric, c'est ici. Frédéric est entré le premier. Constance, derrière lui. Marcel et moi sommes restés à la porte, ensemble. À l'intérieur, le pavillon était 2 pièces. La grande à gauche, avec le vieux canapé en velours bordeaux, où j'avais posé Frédéric à 10 mois ce matin-là. La petite, à droite, séparée par un mur, avec une fenêtre qui donnait sur le mur d'enceinte sud, là où Antoine et Madame Hélène s'étaient tenus pendant 1 heure, le 7 juillet 71, à se dire adieu avec leur fils. Frédéric a regardé la grande pièce, il a vu le canapé. Il a vu sur le canapé l'empreinte d'un coussin qui n'y était plus depuis longtemps. Il a fait 2 pas dans la pièce. Il a posé sa main sur l'accoudoir du canapé, et puis il est entré dans la petite pièce, tout seul. Il a fermé la porte derrière lui. On est restés les 3 dans la grande pièce, sans rien dire. Constance a pris la main de Marcel. Marcel a pris la mienne. 3 femmes vieilles dans un pavillon de jardin, à attendre qu'un fils de 55 ans rencontre en quelque sorte son père. 55 ans après l'heure unique qu'ils avaient eue ensemble. Frédéric est resté dans la petite pièce peut-être un quart d'heure. On entendait par moments un pas sur le plancher. Une fois, un soupir, une autre fois un sanglot court, étouffé. Quand il est ressorti, son visage était rouge mais sec. Il avait l'air, comment dire, plus calme, plus rangé. Il est venu vers moi. Il a dit « Solange, maintenant on va parler du testament. » On est sorti du pavillon. On a refermé la porte. J'ai gardé la clé. On a marché jusqu'à un banc en pierre qui était à l'orée du bois en bordure du parc. Marcel s'est assise au milieu. Constance à un bout. Frédéric à l'autre. Moi, debout devant eux. J'ai pris ma respiration. C'est là, sur ce banc, que j'ai pris ma décision. La vraie, pas celle que j'avais ruminée la nuit en regardant le carnet d'Antoine, pas celle que Marcel m'avait soufflée à voix basse en posant sa main sur la mienne dans le salon. La mienne, celle de Solange Picard, 72 ans, fille du maçon de 5 mars la Pile. Monsieur Frédéric, j'ai dit, Madame Constance, Marcel, je vais vous expliquer ce que je veux faire. Ils m'ont regardé tous les 3. Votre mère m'a légué 150 000 € et 15% du château de la Roche-Bertin. J'ai pensé à ça toute la nuit et toute la matinée. Et là, dans le pavillon, ça s'est arrangé en moi. Je me suis appuyé sur la dossier du banc derrière Marcel. Mes jambes tremblaient un peu. Les 150 000 €, je les accepte. Je vais en donner 50 000 à ma fille Evelyne, 50 000 à mon fils Pascal, et 50 000 je les vais garder pour moi. Je n'ai pas honte de prendre cet argent. 50 ans de service, ça vaut quelque chose. Madame Hélène m'a payé correctement, mais pas plus que correctement. Cet argent-là, c'est le complément qu'elle m'a peut-être trouvé en retard. Frédéric a hoché la tête, en silence. Les 15% du château, j'y renonce. Constance s'est redressée.